Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, célébration de la Journée internationale du nettoyage numérique. Elle sensibilise à la pollution numérique en encourageant la suppression de données inutiles et le réemploi des équipements électroniques. À suivre dans ce journal, les explications du directeur général de l'École des métiers du numérique sur le concept de pollution numérique. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr, les salons de coiffure connaissent une forte affluence. Les coiffeuses s'activent pour répondre aux attentes des clientes. À suivre l'immersion dans quelques espaces de beauté à Djougou. Et puis la question de l'alternance démocratique reste plus que jamais au cœur des débats publics en Afrique. Le Bénin semble emprunter une trajectoire qui s'inscrit dans une logique de transmission plutôt que de confiscation du pouvoir. Patrice Talon, une icône à protéger à l'échelle continentale, parole de l'honorable Malik Gomina, à suivre dans ce journal. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. La communauté internationale célèbre ce 18 mars la journée mondiale du nettoyage numérique. Elle a pour objectif d'inviter les usagers du numérique à optimiser l'espace de stockage de leurs appareils. À cette occasion, la rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée au concept de pollution numérique. Est-ce une réalité dans la société africaine et particulièrement béninoise? Élément de réponse avec le directeur général de l'École des métiers du numérique. Concrètement, quand on envoie un mail, on regarde une vidéo, on regarde des documents, des pages, des photos. Tous ces éléments sont stockés dans des ordinateurs géants qu'on appelle des serveurs, des data centers si vous voulez. Donc, ces machines consomment énormément d'énergie. Beaucoup d'énergie, quand pas d'énergie, l'énergie électrique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie électrique est produite d'une manière ou d'une autre, pas peut-être des énergies fossiles, pas peut-être des énergies hydrauliques ou solaires. Beaucoup d'éléments sont, disons, mis en œuvre pour pouvoir les fabriquer. Ils consomment aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir produire de l'énergie. Si on voit, par exemple, la fumée que produisent tous ces équipements qui produisent de l'électricité, voilà, c'est des conséquences directes liées à l'usage des équipements numériques. Il faut dire en Afrique, en général, particulièrement au Bénin, et on n'est pas très énergivore parce qu'ils ont le nombre d'individus qui utilisent ces équipements électroniques n'est pas encore si important. Nous sommes relativement moins impactés que les pays industrialisés, mais la tendance évolue très rapidement. L'usage des smartphones explose, le streaming, les réseaux sociaux deviennent dominants, le renouvellement des appareils s'accélère. D'accord ? Donc là, la chance que nous avons, nous pouvons dire qu'actuellement en Afrique et au Bénin en particulier, on n'a pas encore de grands data centers, de grandes industries du numérique qui consomment énormément d'énergie. Nous sommes plutôt consommateurs parce que nous sommes des utilisateurs de ces produits et que les grandes industries mettent à notre disposition. À l'occasion de la célébration de la dite journée, la population mondiale est invitée à agir pour réduire son empreinte numérique afin de limiter la pollution. Le directeur général de l'École des métiers du numérique énumère ici quelques actions simples à mener dans ce sens. D'abord, de commencer par supprimer les mails inutiles, les photos inutiles, les vidéos en doublon. Les choses vraiment inutiles, il faut éviter de les stocker parce que ça consomme de l'espace. Il faut réduire le streaming en haute définition quand ce n'est pas nécessaire. Donc, garder par exemple les appareils plus longtemps au lieu de les utiliser, de les remplacer fréquemment. Donc, on sait que l'habitude d'aujourd'hui dans nos pays, c'est que quand un nouvel appareil sort, les gens ont tendance, quand ils ont les moyens, bien entendu, à acheter les anciens et, disons, à acquérir les nouveaux appareils juste pour montrer qu'ils sont à la mode. Ceci, ça fait que les autres appareils deviennent automatiquement désuets et sont stockés quelque part. Et ça entraîne forcément de la pollution. L'idée clé, c'est qu'il faut aussi utiliser, par exemple, le Wi-Fi au lieu d'utiliser les données mobiles moins énergivores. Il faut, la sobriété numérique, utiliser le digital de façon utile et vraiment responsable, au lieu de tout faire numérique parce qu'on veut être à la mode ou on veut montrer qu'on a les moyens inutilement.
Je vous l'annonçais en titre, à quelques jours de la célébration du Ramadan, les salons de coiffure connaissent une forte affluence. Entreprises de rendez-vous et la durée du travail, les coiffeuses s'activent pour répondre aux attentes des clients. Faisons une immersion avec Abdou Sabi Idrissou dans quelques espaces de beauté à Djougou où l'activité bat son plein. Dans les salons de coiffure, l'ambiance est particulièrement animée à l'approche de la fête du Ramadan. Les clientes s'y rendent nombreuses pour se faire belle avant la célébration. C'est vrai que c'est la fête du Ramadan qui s'annonce. Donc on est venu un peu plus tôt pour ne pas être rattrapé par le temps. Donc nous sommes venus aujourd'hui lundi. Sinon habituellement les coiffeuses que vous voyez ici, elles ne travaillent pas les lundis. Donc c'est à cause de l'engouement qui se sent déjà qu'elles ont décidé de travailler ce lundi. La petite, elle a déjà fini ses tresses. C'est pour la fête de Ramadan. Et pour ne pas, comme mes tresses pressées, j'ai préféré venir ici tôt pour que ma tresse soit belle. Et vous voyez que c'est joli, même si ce n'est pas fini, c'est joli quand même. À quelques jours de l'Aïd el-Fitr, les clientes se succèdent dans les salons. Patronnes et apprentis mettent les bouchées doubles pour satisfaire cette clientèle venue préparer la fête. Bon, ça se passe à merveille quand même. On est ici depuis avant-hier. Les clients sont nombreuses qui viennent pour se rendre belles pour la fête qui s'annonce. Depuis hier, les dames qui ont commencé par tresser les femmes, mais les jeunes filles, les petits enfants d'ici demain, ça commence, mais un peu, nous avons déjà commencé. De 7h30 à 20h, c'est déjà fini. Très simple ou style plus sophistiqué, les modèles varient selon les envies de chaque cliente. Les clientes qui viennent ici adorent à faire des nattes, des défrisages, chions et nappies. Les gens aiment aussi tresser bien la mèche, bien long, tout sortes. À quelques jours de la fête, les salons de coiffure connaissent une forte affluence. Entre habileté et sens de l'esthétique, ces professionnels s'emploient à satisfaire leurs clientes venues se faire belles pour la célébration. Du côté des ateliers de couture, les machines tournent à plein régime. Patrons et apprentis travaillent d'arrache-pied pour respecter les délais de livraison. Abdou Sabi Idrissou a sillonné quelques ateliers. Suivez son reportage. À Djougou, l'activité est inhabituelle dans les ateliers de couture. Ici, comme ailleurs, le rythme de travail est soutenu. Les machines tournent sans arrêt. Les patrons s'activent pour honorer les commandes des clients, dont les goûts et les modèles varient. Ces derniers temps-là, tout se passe très normal. On travaille de jour et la nuit. Donc moi, avec mes apprentis, on travaille du matin jusqu'à l'aube. Donc nous travaillons. C'est pour satisfaire les clientes. Et encore, cette année-là, les clients ont vite amené les tenues. Et tout se passe normalement. Très sûr, tout le monde va porter sa tenue pour aller à la mosquée, s'il plaît à Dieu. D'ici quelques jours, on va fêter. On a déjà commencé le travail. Ça fait déjà 18 jours. Je crois 18 jours. Donc, nous sommes en train. Et aussi, je vais demander aux populations aussi, comme c'est déjà un programme qui est déjà fixé, actuellement, on travaille le jour comme la nuit pour pouvoir satisfaire nos clients, pour qu'ils puissent porter aller pour prier avec. À l'approche de cette fête, très attendue par les fidèles musulmans, les couturiers ne manquent pas de travail. On pensait qu'il n'y a pas l'argent, mais vraiment, il y a l'argent. Les clients ont amené beaucoup de tenues. Donc souvent, les gens ont amené les bassins et les grands pains de 100 et quelques mille pour faire les bombas.
Aujourd'hui, les gens commandent plus le goût de l'oc et d'antiqué. Donc, cette année, c'est un peu différent que l'année passée. Les gens viennent, beaucoup même. Dans ces ateliers de couture, la pression monte à mesure que la fête approche. Mais pour ces artisans, pas question de décevoir les clients. Entre passion du métier et sens de l'engagement, ils mettent tout en œuvre pour livrer les tenues à temps. Autre volet de l'actualité, dans un contexte ouest-africain marqué par des dynamiques contrastées autour de l'exercice du pouvoir, la question de l'alternance démocratique reste plus que jamais au cœur du débat public. Alors que dans plusieurs pays de la sous-région, la tentation du maintien prolongé au pouvoir continue d'alimenter les controverses, le Bénin semble emprunter une trajectoire différente sous l'impulsion du président Patrice Talon. Une posture qui, pour certains observateurs, traduit une réelle maturité démocratique et ouvre la voie à l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants. C'est dans ce contexte que nous vous proposons de suivre l'analyse de l'honorable Malik Goumina. Régionale et même africaine, c'est le maintien des présidents au pouvoir. Il suffit de regarder même dans notre sous-région et tout le monde le constate. Mais plutôt que de s'inscrire dans cette logique, le président Patrice Talon, lui, il a choisi de partir, de transmettre le témoin. Et donc, c'est une chose assez rare. C'est une exception démocratique, le Bénin. Et par rapport à cela, on doit lui rendre hommage. Hommage parce qu'il aurait pu, au regard de ce qui se passe dans la sous-région, au regard de ce qui se passe en Afrique, chercher à se pérenniser au pouvoir. Mais il a fait un autre choix, celui de l'avenir, celui d'offrir une chance à la jeunesse et aux femmes de ce pays. Et donc, par rapport à cette décision, nous devons lui rendre les hommages qui sont mérités et le saluer et dire que le peuple béninois est assez reconnaissant par rapport à ce choix qu'il a fait pour l'avenir. C'est vrai que, ce faisant, on pourra dire que c'est la norme, parce que la Constitution béninoise prévoit que chaque président doit faire au plus 2 mandats. Il a respecté la norme. Mais ailleurs aussi, il y avait des normes, mais pour rester, les gens changeaient ces normes. Lui n'avoir pas été tenté par cela, on doit pouvoir lui dire merci et donc dire qu'il plante les racines qui demain donneront un avenir radieux à tout ce peuple-là. Cela fait de lui une icône à protéger. Et voilà pourquoi les Béninois doivent pouvoir le manifester dès le 12 avril en sortant massivement pour accomplir leur vote. Une façon pour le peuple béninois de dire merci au président Talon pour l'œuvre gigantesque qu'il a eu à faire et surtout pour le fait qu'il porte les sillons du Bénin de demain qui se fera par d'autres, notamment celui qui sera élu le 12 avril prochain. Toujours en politique, l'amicale Ouaro dans le Zou tient un séminaire de mobilisation et de formation des diverses coordinations communales. C'est une initiative de la session départementale du mouvement. Le but est de mieux outiller les acteurs pour la mise en place des maillons indispensables pour une action plus efficace sur le terrain. Le rendez-vous a été le cadre de repréciser les ambitions du Creuset. Imet Hélène Amoussou. Boïcon. Transformer l'instant d'une journée en un laboratoire citoyen. Venu des 9 communes du département du Zou, des délégations des coordinations de l'amicale Ouaro prennent ici part à un séminaire d'envergure. L'idée qui sous-tend ce rassemblement est de donner corps à une mobilisation de masse autour du duo Wada Intalata, mais aussi mettre en place les outils indispensables pour une action efficace sur le terrain. Des hommes et des femmes engagés, fortement mobilisés. Ils sont là pour se faire former pour une efficacité opérationnelle sur le terrain de la conquête
de la voix de nos citoyens. Loin d'être une rencontre militante, le rendez-vous se veut un espace de formation et de réflexion stratégique. Pour la circonstance, l'accent est mis sur la nécessité de renforcer l'unité, promouvoir l'intérêt général, puis améliorer le mieux-être collectif. Notre ambition est claire, faire de l'amicale Waro un espace de dialogue, de réflexion et de production d'idées capable de contribuer à l'enregistrement du débat public et à la formulation de propositions utiles pour notre pays. Favoriser l'émergence d'idées nouvelles pour enrichir le débat public. Boycon la ville Carrefour applaudit cet élan collectif qui revêt tout son sens. L'initiative enrichit le débat public et arme nos concitoyens, nos séminaristes pour une action plus éclairés et responsables. Chers jeunes, saisissez donc cette science. Soyez les acteurs de votre propre apprentissage. Osez le débat et portez les idées audacieuses. En somme, l'amicale Waro-Zou trace une voie originale, celle d'une citoyenneté active, organisée et tournée vers l'avenir pour accompagner le Bénin dans sa marche vers le progrès. Toujours dans la perspective de la présidentielle du mois prochain, la plateforme des mouvements et associations de soutien audio de la mouvance a organisé un grand rassemblement de délégués des mouvements et associations de soutien audio Wadaï Talata. Le but de la rencontre est de sensibiliser les populations à sortir pour accomplir leur devoir civique le 12 avril prochain. Imet Elena Moussou. Fédérer les énergies pour atteindre l'objectif commun, celui d'œuvrer à la poursuite des actions de progrès. La vision est celle de la plateforme des mouvements et associations de soutien à Romuald Wadaï. À ce rassemblement d'Abomey, les initiateurs ont rappelé la nécessité de coordonner les actions pour réaliser l'impératif. Regroupés au sein de la plateforme des mouvements et associations soutenant le duo Wadaï Talata, nous constituons une force stratégique de terrain capable de sensibiliser, mobiliser et convaincre nos populations. Il y a beaucoup de mouvements dans le zoo et nous tous, nous travaillons dans le même sens. Alors on a dit pourquoi pas ne pas se mettre ensemble dans une même synergie d'action pour pouvoir soutenir le duo parce qu'ensemble, on est plus fort. Le candidat est un jeune, alors tout jeune a le devoir de soutenir le duo Wadaï Talata. Selon les intervenants, le Bénin se modernise et son économie gagne en solidité et en crédibilité. L'un des acteurs majeurs de la dynamique dorénavant candidat mérite la confiance de la jeunesse en vue de perpétuer les actions en cours. Que nous nous lançons un défi pour que nous puissions avoir le meilleur taux de participation et qu'après les élections, que la commune qui va donner le meilleur taux de participation va être la commune qui va être primée. Soyez mobilisés pour que lors des campagnes et au soir du 12 avril, le département du Zou arrive en tête parmi les 12 départements du pays. À l'occasion, le portrait du champion Wadaï a été présenté au public par catégorie socio-professionnelle. Ces derniers ont exprimé leur attente aux représentants du candidat. En attendant l'ouverture de la campagne électorale, la plateforme a promis de travailler en synergie avec les autres groupes de soutien pour multiplier les sensibilisations et convaincre les populations à rallier la cause. Une délégation du bloc républicain conduite par le député Barthélémy Kassa était en descente à Natitingou dans la 4e circonscription électorale. Les membres de la cohorte ont remercié les populations pour leur mobilisation lors des élections couplées du 11 janvier dernier. Ils ont aussi tiré les leçons de ce double scrutin pour sonner la mobilisation autour du duo candidat de la mouvance. 3 députés sur 5 et 2 mairies sur 5 remportés par le bloc républicain dans la 4e circonscription électorale. Tel est le verdict des élections générales du 11 janvier 2026. Même si la victoire n'y est pas totale, il convient néanmoins de saluer les sacrifices consentis par les militants dont l'engagement a largement contribué à l'atteinte de ces résultats. Le bloc républicain se réjouit de vos performances parce que le nombre de députés que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale a contribué à rehausser les performances globales du bloc républicain. Nous avons 3 sur 5. On remercie Dieu. Ou bien, on vous remercie également. Cette responsabilité que vous nous avez confiée
eh bien, nous n'allons pas vous décevoir. Au-delà de l'acte de reconnaissance envers les militants, un diagnostic s'impose afin de corriger le tir avant l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une occasion pour l'honorable Barthélémy Kassa de remobiliser les troupes et de les mettre en ordre de bataille. Je voudrais, à partir du diagnostic que chacun fera, à faire en sorte que pour les prochaines élections, le duo candidat qui est en lice au titre de la mouvance présidentielle est candidat du bloc républicain et candidat de l'Union progressiste, candidat de Moelle Bénin. Nous devons tout faire. Mettons-nous en ordre de bataille. Ne chantez plus bloc républicain, parce que le jour-là, il n'y aura pas le logo du cheval là-dessus. Il y aura le logo du duo candidat. Mais commencez à chanter Wadaï Talata. Wadaï Talata. Un chant de ralliement que les militants présents à ce meeting entendent relayer auprès de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement dans la perspective de la victoire du duo candidat de la mouvance. Religion et assistance maintenant avec le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono qui fait don de vivre aux fidèles musulmans du département en ce mois de Ramadan. Les bénéficiaires sont des fidèles qui éprouvent des difficultés à s'assurer le nécessaire au cours de cette période de jeûne. Nassissa Lossé et Florent Dou. C'est une tradition qui revient chaque année ici dans le Mono en période de jeûne musulman. Le cadre de réflexion de concertation de la communauté islamique du Mono qui fait don de vivre à qui sur fonds propres aux fidèles musulmans. Pour montrer à toute la communauté musulmane que lorsqu'un musulman a un peu, c'est déjà suffisant pour partager ça avec son frère. Comme c'est un mois de partage, alors c'est ça que le cadre de la réflexion des musulmans est en train de démontrer. Les pays arabes, dans cette période-ci, se bousculent à la porte des gens de grande nécessité. Le cadre a compris que nous n'allons pas attendre tout le temps les Arabes pour pouvoir assister nos frères qui sont dans ce besoin pressant. Ces emballages sont donc destinés à ces fidèles musulmans qui éprouvent des difficultés à s'assurer le nécessaire au cours de ce mois de Ramadan. Des emballages constitués entre autres de sacs de riz et de pâtes alimentaires. Ça, c'est quelque chose que c'est un plaisir pour nous. Et on prie Dieu que Dieu les donne beaucoup d'avantages. Ceux qui réceptionnent ce don ici sont des responsables des fidèles musulmans venus des 6 communes du département du Mono. Ils sont chargés de l'acheminer et de le partager à ceux qui sont dans le besoin. Parallèlement, une prière a été dite pour la paix au Bénin en cette période électorale. Vous savez, la communauté musulmane fait partie de la population du Bénin. Et si nous faisons partie de la population du Bénin, il est très important pour nous et ça s'impose à nous de prier pour que cette identité qu'on connaît les Béninois, qu'est la paix, que cette paix continue de régner dans notre pays. Le cadre de réflexion de concertation de la communauté islamique du Mono regroupe simples fidèles et dignitaires religieux. Depuis des années, il s'exprime à travers l'assistance et dans bien de domaines aux couches les plus vulnérables de la société. On en vient maintenant à cette actualité qui secoue le football africain depuis hier. Et justement, à ce propos, nous recevons dans ce studio Candide Mouetor de la rédaction de Canal 3 Bénin. Bonjour, Candide. Florence, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Le jury d'appel de la CAF annule le sacre du Sénégal à la CAN 2025, attribuant le titre au Maroc. Le cataclysme sur la planète foot, 2 bons mois après donc la victoire du Sénégal à l'issue des prolongations de la finale de la CAN 2025 déroulée au royaume chérifien. Il faut dire que le jury d'appel de la Confédération africaine de football donne la victoire aux Lions de l'Atlas du Maroc sur tapis vert. D'autres diront tout simplement la honte du siècle, même si la finale de l'édition 2025 de cette Coupe d'Afrique des Nations a été chaotique, alors qu'on tournait déjà les pensées vers la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans la soirée de ce mardi, le jury d'appel de la CAF a lâché une bombe qui fait ravage, fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui va sûrement être le début d'une très longue série, d'un très long épisode. À travers un communiqué
rendu public, le jury d'appel de la CAF décide, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait de la finale de la CAN 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Il décide par ailleurs que la décision du jury disciplinaire de la CAF, sortie au lendemain des événements de la finale, de cette finale qui a opposé Lion de l'Atlas du Maroc au Lion de la Teranga du Sénégal, est annulée et considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la petite histoire et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le comportement dont il est question ici, c'est justement le retrait des joueurs sénégalais du terrain pour une bonne quinzaine de minutes avant donc le retour de Sadio Mané et ses coéquipiers sur la pelouse pour poursuivre la finale de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi la sanction prononcée contre le joueur marocain Ismaïl Saïbari qui est révisé à une suspension de 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis. Son amende de $100,000 écopée est aussi annulé. Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, vous allez voir, et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, a posté sur ses canaux digitaux une réaction, je cite: ils ont osé faire cela, ils ont osé se substituer à l'arbitre de la finale en violation des lois de jeu. L'Afrique et le monde sauront reconnaître les champions. Le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. Le Sénégal gardera donc son trophée. Trop mal pour le football africain. Voilà donc la réaction d'Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF. Autre réaction qui est aussi tombée hier, c'est bien entendu la réaction de Claude Leroy, un vrai connaisseur du football africain et consultant de l'équipe, sur l'équipe d'hier soir, qui a réagi. Il affirme que personne ne pensait qu'on allait avoir une telle déclaration 2 mois après donc la finale. On a l'impression que le Maroc peut tout se permettre. Le Maroc est allé chercher cette victoire sur tapis vert. Tout ça n'est pas terminé et que le Sénégal rentrera dans cette 3 à la fin de toute cette histoire pitoyable pour l'image que ça donne encore justement au sein de la Confédération africaine de football. Voilà donc les différentes réactions qu'on a pu glaner ça et là d'hier à cet après-midi. Aussi, Candide, on apprend que la Fédération sénégalaise de football a adressé au secrétaire général de la CAF une lettre de mise en demeure avant recours au tribunal arbitral du sport. Oui, une lettre à l'intention du secrétaire général de la Confédération africaine de football avec ampliation à la commission d'appel de la Confédération africaine de football, dans laquelle la Fédération sénégalaise de football accuse réception déjà de la décision et affirme qu'elle la conteste formellement en jugeant infondé en droit arbitraire et manifestement disproportionné. Dans cette correspondance, la fêtière du football sénégalais évoque la violation des lois du jeu, de l'IFAB et de la souveraineté de l'arbitre, puisque la commission d'appel invoque l'article 84 du règlement de la CAF pour justifier un abandon. Or, conformément à la loi 5 de l'IFAB, l'arbitre de la rencontre a exercé son pouvoir discrétionnaire en optant pour une suspension temporaire de la rencontre et non un arrêt définitif. Le match a repris. Le pénalty de Brahim Diaz a été joué, raté, stoppé pour certains diront que le pénalty a été stoppé par Edouard Mendy et le résultat a été acquis au terme donc des prolongations. La Fédération sénégalaise de football notifie ainsi une erreur manifeste de qualification juridique et pense que l'application de l'article 84 est abusive. Le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse et la validation de la fin du match par l'arbitre Jean-Jacques Ndala rendent l'article 84 inapplicable donc dans ce contexte. La Fédération sénégalaise de football met donc en demeure la CAF de suspendre l'exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophées au Maroc dans l'attente d'un arbitrage définitif. Informe donc la CAF aussi de son intention de saisir le tribunal arbitral du sport
le TAS de sous 48 heures pour l'obtention donc de l'annulation pure et simple de cette décision, demandant aussi donc la communication immédiate de l'intégralité du rapport de l'arbitre et des officiels du match, pièce essentielle et à la défense de leurs droits dans cette affaire. Et quelle pourrait être la suite de cette affaire, Candide? Déjà, comme mentionné dans la lettre au secrétaire de la CAF, la Fédération sénégalaise a promis donc de saisir le tribunal arbitral du sport. Et quand on lit un peu plus en profondeur pour l'instance en charge du football sénégalais, le retrait du titre continental pour un arrêt de 15 minutes de jeu alors que l'équité sportive a été respectée par la reprise du jeu constitue donc une sanction ultra virus, pour ainsi dire, au-delà des pouvoirs au regard de la jurisprudence du TAS, notamment TAS 2013/A/3139. L'argument selon lequel le retrait du titre continental constitue une sanction ultra virus repose sur 3 piliers juridiques majeurs issus de la jurisprudence du tribunal arbitral du sport. Nous avons la violation du principe et de la proportionnalité. La jurisprudence TAS 2013 à 3139 Fernabaché SK contre l'UFA souligne que toute sanction disciplinaire doit respecter le principe de proportionnalité. Il y a comme deuxième pilier le respect de l'équité sportive par la reprise du jeu. Il est important de souligner que l'équité a été préservée dès lors que le jeu a repris et s'est terminé sur le terrain. En vertu donc de la loi 5 de l'IFAB, l'arbitre a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour suspendre temporairement le match plutôt que de l'arrêter définitivement. Le match étant allé jusqu'au bout et le résultat ayant été homologué, la requalification a posteriori en forfait abandon est considérée comme une erreur donc de qualification juridique à l'article 84 des règlements de la Confédération africaine de football suppose une rupture définitive qui donc dans ce cas ne s'appliquerait plus. Tout simplement la doctrine de la souveraineté de l'arbitre. Le TAS maintient donc une doctrine constante de l'immunité des décisions techniques prises sur le terrain. En décidant donc de faire reprendre le match, l'arbitre a clos un incident technique et revenu sur un titre après donc la remise officielle du trophée compromet la sécurité des compétitions, un principe que le TAS, il faut le dire, le TAS protège pour éviter l'arbitraire des instances dirigeantes. Eh bien, merci beaucoup à vous, Candide. C'est également la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, retenez juste qu'au fil des années, le Bénin a connu des transformations visibles qui marquent durablement son paysage économique, social et urbain. Un héritage tangible qui constitue désormais une base sur laquelle peut s'appuyer la prochaine génération de dirigeants, tout en invitant les populations à s'impliquer davantage dans la vie démocratique. Mais que pensent réellement les Béninois de cet héritage? Nous sommes allés à leur rencontre. Suivez juste après ce journal leur témoignage. Merci de nous avoir suivis et bonne suite.